Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, à travers un communiqué publié ce jour, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dément la rumeur selon laquelle la gestion du parc de Timbazaz sera transférée au groupe Action. Il s'agirait d'une diversion orchestrée par les responsables du parc afin de détourner l'attention de l'opinion publique sur les détournements de fonds et de la gabégie dans la gestion du parc. En effet, ces responsables font actuellement l'objet d'enquêtes sur ces faits actuellement. Sylvain nous en dit plus. Cette fausse information s'est propagée sur les réseaux sociaux et les médias, à tel point que les employés du parc botanique et zoologique de Timbazaz ont fait une déclaration hier et un sit-in dans le parc afin de contester une prétendue privatisation de la gestion du parc. Selon cette fausse information, le groupe Action allait gérer le parc pour une durée de 30 ans. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a dû faire un démenti à travers un communiqué où il précise qu'il reste le gestionnaire de ce parc. Par contre, selon toujours ce communiqué, le groupe Action a vraiment proposé une collaboration et comme pour chaque offre de collaboration en vue d'améliorer la gestion du parc, le ministère procède à son examen. Une concertation avec les techniciens a déjà eu lieu pour la suite, à donner à la dite offre, selon ce communiqué, qui souligne que Timbazaz reste un des centres de recherche du MESUPRES. La propagation de fausses informations laisse à penser que c'est une stratégie pour dissimuler les détournements et mauvaises gestions au sein du parc. Une somme qui devait être allouée à l'entretien du parc, des animaux, mais aussi au salaire des employés. Selon une information recoupée auprès des concernés, cela fait 3 mois que les employés du parc n'ont pas reçu de salaire et que les animaux souffrent des lacunes dans leur prise en charge. L'on sait également qu'une enquête de l'IGE ou Inspection générale de l'État et du Bianco est actuellement en cours concernant cette affaire de détournement. Et dans les informations de ce jour également, les personnes impliquées dans l'affaire de tentative d'exportation illicite de pierres précieuses saisies à l'aéroport international d'Ivat en octobre dernier ont obtenu une liberté provisoire. Cette décision n'est pourtant pas effective, raison pour laquelle le député élu dans le district d'Ious demande son application car selon lui, des rumeurs circulent sur une éventuelle manifestation de la population d'Ilac si cela ne se fait pas. Fin de scène à Mireille. Le 15 novembre dernier, le PAC ou pôle anticorruption a décidé la mise en liberté provisoire des 4 personnes impliquées dans la tentative d'exportation de pierres précieuses saisies à l'aéroport international d'Ivat en octobre dernier. Jusqu'à aujourd'hui, cette décision n'est pas encore appliquée et ces personnes sont toujours incarcérées. Parmi ces personnes impliquées figure un ressortissant sri-lankais connu de la population d'Ious pour ses actions sociales. Ainsi, selon le député élu dans le district d'Ious, des milliers de personnes sont actuellement sans emploi suite à la détention de ce Sri-Lankais. La population menace de tenir une manifestation si cette décision n'est pas effective. Une raison pour laquelle ce député appelle au respect de cette décision de la justice. Rappelant qu'un ressortissant sri-lankais a été appréhendé à l'aéroport international d'Ivat en détention des pierres précieuses le 19 octobre dernier. L'affaire est passée devant le PAC et les 4 personnes impliquées ont obtenu une LP. Et dans la page politique, le projet CNESI ou la mise en place du Centre national d'état civil et de l'identité a été approuvé lors du Conseil des ministres d'hier. Ce service a pour rôle de recueillir et d'exploiter les données concernant l'état civil et l'identité afin de contribuer également à l'e-gouvernance. Ce projet, qui est sous le patronage du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, est soutenu par Prodigy, financé par la Banque mondiale. La mise en place du fonds souverain a également été évoquée au Conseil des ministres d'hier. La prochaine étape dans ce projet consiste à la mise en place d'une société anonyme qui va gérer le capital. Les représentants de la présidence de la République, du ministère de l'économie et des finances ainsi que de la Banque centrale de Madagascar se chargeront de la mise en place de cette société anonyme. La suite de ces décisions vous seront rapportées dans nos prochaines éditions.
Le journaliste Jeannot Ramin-Bazaf a été convoqué par la brigade en charge de la cybercriminalité aujourd'hui suite à une plainte de l'ex-ministre Von Alarouille. La raison de cette plainte est que cette ministre aurait été citée dans un article de ce journaliste concernant une escroquerie lors d'une vente de voiture. Le journaliste suspecte un acte de piratage car selon ses explications, il ne cite jamais ses sources dans ses articles, ce qui n'est pas le cas dans cet article incriminé. Quoi qu'il en soit, le journaliste a déclaré qu'il allait procéder à des vérifications afin de s'assurer si l'article a été modifié ou pas. Les représentants de l'ordre des journalistes ont assisté à son audition. Dans les actualités de ce jour également, selon les témoignages des habitants d'Abuja-Pit, 8 corps au moins ont été transportés et inhumés illicitement dans la cour d'une maison. Ce fait a suscité la terreur auprès de ces derniers. Des rumeurs se sont d'ailleurs répandues disant qu'il s'agirait de corps de personnes victimes d'agressions. On parle même de réseaux mafieuses. Les habitants ont alors demandé à ce qu'une enquête soit ouverte sur cette affaire. Reportage de Sylvain et Judith. Selon les témoignages des habitants d'Abuja-Pit, ces corps transportés puis inhumés dans la cour d'une maison feraient penser à un scénario de film, sauf qu'il s'agit de la réalité. Une réalité dont nombre d'entre eux en ont été témoins. Ainsi, l'endroit où ces dépouilles sont enterrées s'apparente à un tombeau. Et d'après les informations, d'autres corps auraient été inhumés également dans des tumulus pas très loin de la maison. Aussi, la question qui se pose est la provenance de ces corps. Des rumeurs circulent à ce sujet, faisant entendre qu'il s'agirait de corps de personnes qui auraient été assassinées. De ce fait, le chef Fukuntanj a été le premier à tirer la sonnette d'alarme en envoyant une lettre aux autorités de la commune. Par ailleurs, si les habitants ont vu 8 corps qui ont été transportés, le nombre exact des corps reste cependant inconnu. Des éléments de la brigade criminelle sont venus pour y effectuer des enquêtes ce jour, mais les propriétaires de la maison en question n'étaient pas sur place. Les forces de l'ordre n'ont pu que déposer les convocations en leur endroit. Par ailleurs, aucune inspection des fosses identifiées n'a donc pu être effectuée. Dans un tout autre sujet, depuis 2018, Madagascar célèbre la journée mondiale de la philosophie. Si la célébration ne s'est pas tenue l'année dernière à cause des mesures sanitaires, elle est revenue cette année à travers la semaine de la philosophie qui a débuté aujourd'hui. Cet événement est co-organisé par l'Association des philosophes de Madagascar et l'UNESCO. L'évolution et le rôle de la philosophie face à chacun et la société sont les sujets à traiter pour cette semaine de célébration. Et dans les actualités internationales de ce soir, les forces de sécurité soudanaises ont tiré hier des grenades lacrymogènes sur des milliers de manifestants qui défilaient à Khartoum contre le coup d'État militaire. 15 manifestants ont été tués par balle. France 24 nous en dit plus. Sur ces images, des manifestants visés par des tirs à balles réelles à Khartoum. Cette nouvelle journée de mobilisation se solde par plusieurs morts et des dizaines de blessés. Les autorités ont tout fait pour empêcher la manifestation. Des militants et des journalistes ont été arrêtés et les communications bloquées. Mais malgré la répression et les gaz lacrymogènes, la résistance contre le coup d'État du 25 octobre ne faiblit pas, semaine après semaine. وللإعادة المدنية لأن هذا انقلاب كامل الدسم والآن بدأ قطع النت والاتصالات إسقاط المجلس العسكري بالكامل إسقاط اللجنة الأمنية بعمر البشير. La date du 17 novembre est symbolique. Cette journée aurait dû voir la présidence du Conseil de souveraineté passer aux mains d'un gouvernement civil. Mais le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan du mois dernier a douché cet espoir et mis fin au processus de transition où le pouvoir était partagé entre civils et militaires. Une situation que déplore la communauté internationale, comme l'a évoqué Anthony Blinken en déplacement au Kenya. Sudan had been on a path toward democracy and stability. Returning to that path is the best way for Sudan to attain peace and prosperity, become a leader on the continent, and to restore very strong support from the international community. Les manifestations devraient se poursuivre dans les jours à venir.
Et un niveau dangereux de pollution de l'air a contraint mardi soir le gouvernement de New Delhi à fermer ses écoles jusqu'à nouvel ordre et à inviter les habitants de la capitale indienne à travailler depuis chez eux. France 24. À New Delhi, écoles et salles de sport fermées jusqu'à nouvel ordre, habitants incités à télétravailler. Ces mesures sont mises en place pour endiguer la nouvelle vague de pollution qui frappe la capitale indienne. Et les conséquences sanitaires sont déjà là, notamment pour les enfants. Le nombre de patients que nous avons en ce moment, que ce soit en hôpital de jour ou aux urgences, est 3 ou 4 fois supérieur à d'habitude. C'est directement lié au taux de pollution dans l'air. La municipalité a également pris des mesures temporaires. Interdiction pour les poids lourds d'entrer dans la ville, mise à l'arrêt de 6 centrales à charbon sur les 11 que compte la région et suspension des chantiers en cours. Des restrictions qui interviennent 24 heures après l'appel de la Cour suprême à mettre en place un confinement pour cause de pollution. Dans une des villes les plus polluées au monde, chaque hiver est synonyme de brouillard de pollution, le froid favorisant la fixation des particules fines dans l'air. Certains habitants réclament des actions sur le long terme. La pollution va rester, à moins que le gouvernement prenne des mesures pour la contrôler. Ce qui se passe est un événement qui arrive chaque année. Il faut vraiment s'en préoccuper. 17 000 habitants de la capitale indienne seraient morts en 2019 des suites de la pollution de l'air. La semaine dernière, les taux de particules fines ont grimpé jusqu'à 500 dans certains quartiers, soit 30 fois plus que la limite fixée par l'Organisation mondiale de la santé. Toujours dans les informations internationales, la Commission européenne a confirmé hier 17 novembre qu'elle allait avoir des discussions techniques avec Minsk sur le rapatriement dans leur pays des migrants massés aux frontières entre la Biélorussie et la Pologne. Certains migrants ont commencé à être évacués par bus loin de la frontière polonaise. France 24. À quelques kilomètres de la frontière polonaise, ces migrants font machine arrière. Plusieurs centaines de personnes emmenées en bus par des gardes biélorusses. Leur destination reste inconnue. D'après Minsk, la plupart auraient été transférés dans ce centre d'accueil, à l'abri du froid et loin de la frontière. Une manière pour le président Alexandre Loukachenko de montrer sa volonté d'apaiser les tensions avec l'Union européenne. Mais dans le même temps, 2000 personnes sont toujours amassées à la frontière, à quelques kilomètres seulement de l'ancien campement. Natomiast obok tego terminalu białoruskiego tam ta właśnie grupa migrantów utworzyła koczowisko, porozbijane są namioty, palą się ogniska, stoją cysterny z wodą. Z jednego z samochodów po stronie białoruskiej wydawana była też żywność tym osobom. Pris en tenaille dans un conflit diplomatique, plusieurs de ces migrants essayent toujours d'entrer dans l'Union européenne. Ici, l'annonce de pourparlers entre l'Allemagne et la Biélorussie a suscité des cris de joie. Mais de son côté, Berlin temporise. Les discussions ont seulement porté sur l'aide humanitaire et les moyens à mettre en œuvre pour aider au rapatriement des migrants. Malgré tout, certains restent déterminés. Mardi, Varsovie a constaté plus de 160 tentatives d'entrée illégale sur le territoire polonais, faisant des blessés chez les gardes-frontières et chez les migrants. Revenons à présent dans les informations locales, page sportive. Les boulistes juniors malagas sont de retour au pays, ramenant une médaille d'or et 4 médailles d'argent à l'issue du championnat mondial de pétanque qui s'est tenu en Espagne du 12 au 14 novembre dernier. Un résultat élogieux pour la pétanque malagas à l'occasion de notre retour sur la scène internationale après l'accord de la Fédération Sport Boule de Madagascar. Anzara Zanarvel. L'équipe malgache junior a véritablement assuré lors de ce championnat mondial de pétanque en Espagne. Ramanajit Rifanev a remporté la médaille d'or au tir de précision, tandis que la triplette n'a été vaincue qu'en finale. En effet, nos jeunes se sont inclinés devant la France sur le score de 13-11. Et outre les boulistes juniors malagas, les boulistes dans la catégorie féminine sont également revenus d'Espagne ce jour avec les juniors. Lors de ce championnat mondial de pétanque 2021, elles ont dû se contenter de la 5e place. Une erreur de stratégie a mis fin aux espoirs de nos représentantes selon leur entraîneur. Toujours un reportage signé Anzara Zanarvel. Lors des quarts de finale du championnat mondial de pétanque,
La catégorie féminine malgache s'est inclinée face à la Thaïlande et a fini 5e dans le résultat final. Il y a eu une erreur de stratégie de l'équipe lors de ce quart de finale. En effet, l'équipe a misé sur les tireurs alors qu'il fallait mettre en lice des pointeurs selon les explications. Mais malgré ces résultats, une compétition internationale comme celle-ci a été bénéfique pour l'équipe féminine. En ce qui concerne les seniors, ils concourront au championnat international du monde senior ce week-end en Espagne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Restez avec nous et très bonne suite de programme à tous. Au revoir.